Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Si vous êtes là pour le rendez-vous travail social, si on en parlait, je crois que vous êtes au bon endroit. On est là aujourd'hui pour parler d'aller vers. On va laisser encore quelques petites minutes à ceux qui sont en train de se connecter. On voit que les connexions sont encore un petit peu en train d'augmenter. Et puis voilà, d'ici une minute ou deux, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous anime aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde. Je vais profiter de ce petit temps d'attente sur le démarrage pour peut-être vous redire un petit peu comment ça se passe sur ces webinaires-là. Du coup, on fonctionne habituellement avec différents témoignages qu'on va pouvoir partager sur la première partie de la séquence. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, éventuellement vos commentaires, vos idées sur le sujet qu'on a en commun aujourd'hui. Et c'est dans la dernière partie d'échange qu'on reprendra vos commentaires et vos questions éventuelles pour les adresser aux différents participants qui sont là aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce chat-là. Mais effectivement, on est un petit peu nombreux pour avoir une expression directe, donc on se limite à l'usage du chat aujourd'hui. Eh bien, je vois que le nombre de connexions commence à peu près à se stabiliser, donc on va rentrer directement dans le sujet. Bienvenue à tout le monde une nouvelle fois. On est dans le cadre des rendez-vous qui s'appellent Travail social et si on en parlait. Ces rendez-vous, ils sont issus de premiers échanges qu'on avait eu notamment pendant la crise où on avait trouvé assez intéressant de pouvoir se réunir à distance et pouvoir parler de travail social à travers un angle qu'on n'a pas forcément habituellement, qui suit vraiment des pratiques professionnelles, pouvoir parler de travail social, mais en sortant un petit peu de l'habitude qu'on peut avoir parfois à beaucoup utiliser les notions liées au dispositif, au financement, au cadre juridique qu'on utilise. L'idée de ces rendez-vous-là, c'est vraiment d'être le plus possible à proximité de ce que ça veut dire pour le travail social, ce que ça veut dire pour les personnes qu'on accompagne, les sujets qu'on voit émerger. Donc, on est depuis la crise, on a fait 3 rendez-vous de ce type-là, enfin depuis la fin du premier confinement plutôt. Et donc aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet qui a beaucoup émergé pendant la crise, même si il commençait déjà à être bien identifié avant. C'est cette question de l'aller vers. Et ce sujet de l'aller vers, on l'entend beaucoup dans les politiques publiques en général, en particulier en ce qui concerne l'action sociale, mais aussi plus largement, on parle d'aller vers en éducation, on parle d'aller vers sur le lien entre les personnes et les services publics. Et le travail social en particulier est beaucoup questionné ces dernières années sur cette question de l'aller vers. On pourra revenir un peu sur cette historique-là aussi. Mais du coup, voilà, notre réseau, la Fédération des acteurs de la solidarité et surtout les associations qui agissent dans le cadre des dispositifs, notamment d'accueil, d'hébergement et d'insertion, sont régulièrement interpellés par des partenaires ou dans le cadre d'appels à projets pour mettre en place des initiatives qui visent à se rapprocher des personnes qu'on vise à accompagner, notamment pour prévenir des phénomènes de non-recours qui sont encore présents aujourd'hui, pour aller finalement au plus près, plus en contact avec des personnes qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément une représentation parfois favorable du travail social ou parfois qui en sont éloignés géographiquement. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui cheminer à travers trois initiatives différentes pour voir un peu quelle forme ça peut prendre cet aller vers. Alors, on a bien conscience que l'aller vers, c'est une dimension à la fois géographique et, on va dire, de posture professionnelle. Mais on va s'inspirer sur ces premiers tours, finalement, de 3 exemples ou de 3 partis pris ou finalement 3 projets ont choisi d'intégrer un dispositif vraiment de mobilité géographique pour se rendre au contact et aller à la rencontre de personnes souvent éloignées de l'accompagnement. Donc on va avoir la chance d'avoir 3 exemples différents qu'on représentera au début de chacun. Et ensuite, on aura une partie un peu plus analyse, à la fois grâce à la présence de Marie-Paul Cols, qui a pu être vice-présidente du Haut Comité pour le travail social ces 3 dernières années et qui, dans le cadre de ses responsabilités à l'ANDOS, travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc, on est très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et ensuite, avec vous, on essaiera de faire le lien entre ces questions de mobilité géographique, de comment est-ce qu'on se rapproche des publics qu'on souhaite rapprocher de l'accompagnement, et de ce que ça dit du travail social, de ce que ça dit de la manière dont on est en relation, dont on communique avec les personnes accueillies et accompagnées. Peut-être pour commencer un peu ce tour de table, juste en dernier élément d'introduction, dire que ce sujet de l'aller vers, il est mis en avant par les politiques publiques, notamment dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. On voit qu'il y a une volonté forte de former aussi les professionnels à cette question de l'aller vers.
Et voilà, pour un peu accompagner ce mouvement-là et comprendre finalement qu'est-ce que ça comprend finalement de se former, de se préparer l'aller vers, on trouvait que c'était intéressant d'avoir un temps d'échange à l'échelle du réseau pour mettre un peu ça en avant. Mais voilà, ça augure de travaux qu'on a déjà commencé à mener avec le réseau, puisqu'on avait mené une concertation sur la question de l'aller vers fin 2019, où voilà, les associations avaient pu remplir des questionnaires un peu sur ce que ça voulait dire pour eux, mais de travaux qui sont hyper importants pour nous de pouvoir continuer à mener par la suite dans le cadre de la formation des professionnels, mais aussi sur la manière dont on réfléchit à l'échelle régionale ou nationale le rôle des travailleurs sociaux dans nos associations. Donc, voilà, c'est un travail qui est d'autant plus important pour nous. Je ne peux pas prendre la parole plus longtemps que ça. Je vous propose qu'on aille directement au cœur du sujet avec peut-être une première intervention. Si ça vous va, Joël et Chantal, de nous parler un petit peu de ce projet particulier qui s'appelle Cob Mobile. Peut-être en vous posant une première question sur finalement, peut-être nous représenter un petit peu le cadre dans lequel vous êtes, votre association, la Fondation Massé Trévidi, et finalement où s'ancre la démarche d'aller vers à la Fondation et comment vous en êtes arrivé à mettre en œuvre cette idée de mobilité à travers le projet Comobile que vous allez pouvoir nous présenter maintenant. À vous les studios. Okay, donc moi je suis Joëlle Keguiner, je suis directrice adjointe à la Fondation Massé Trévidi. La fondation, elle est basée sur le Finistère et elle intervient auprès des publics en précarité, en vulnérabilité, de tout âge, donc de la femme enceinte à la personne âgée. Nous, on intervient sur le secteur de l'accueil, hébergement, insertion et plus particulièrement, nous, sur le Finistère Nord. Donc, on intervient sur le centre Ouest Bretagne, que tout le monde connaît plutôt pour Carhaix et le festival de Carhaix, qui est un grand festival breton, et dans le Finistère. Voilà, nous, la Fondation Massé Trévidi, donc sur ce territoire, on gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement, des dispositifs d'hébergement d'urgence, une pension de famille, et depuis 2013, nous gérons également sur le centre-ouest Bretagne un service d'accompagnement global, individuel et renforcé qu'on appelle donc aller vers ou qui ressemble et qui s'assimile aussi à de l'hébergement hors CHRS hors les murs. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, le SIAO avait effectivement fait le constat qu'il y avait des personnes qui auraient vraiment nécessité d'un accompagnement type CHRS. Alors, ce territoire en est totalement dépourvu, mais on avait aussi une population en grande précarité qui, par contre, était très, très attachée à leur territoire et qui refusait d'aller vers les foyers quand on sait tous les refus qu'il peut y avoir pour ces institutions-là. Donc, en lien avec la DDCS à l'époque, nous avons eu à titre expérimental quelques mesures d'accompagnement global individuel renforcé. Et je travaillais d'ailleurs sur ce territoire à ce moment-là. Donc, on a commencé avec 5 mesures et on était vraiment dans l'accompagnement global, mais c'était aller vers, c'était des mesures qui nous étaient orientées par le service, par le SIAO 29. Et assez rapidement, moi, je m'étais rendu compte sur le territoire que je ne souhaitais pas du tout remettre en place un bureau et en fait recopier finalement l'accompagnement qu'on peut mettre souvent en place dans les institutions, dans les bureaux, dans les administrations. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de différent. Et on avait aussi un public qui, lui, était plutôt assez frileux envers les travailleurs sociaux. Donc, il fallait un peu s'apprivoiser et trouver un nouvel outil. Donc, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir à ce dispositif-là qui s'appelle le COB Mobile, qui est du coup un véhicule complètement aménagé en bureau. Donc, on a pensé à peut-être un fourgon et on s'est vite rendu compte que finalement, un camping-car, c'était bien plus intéressant parce que ça permet des conditions d'accueil, des conditions de travail pour le salarié, pour les personnes qui sont accueillies, accompagnées, bien plus optimales, bien plus agréables. Ça permet une proximité et effectivement, sur ce volet-là de l'accompagnement, c'est Chantal qui est sur ce dispositif qui va plus donc vous en parler. La démarche, c'était vraiment de changer le regard que les personnes accueillies pouvaient avoir sur le travail social et c'était d'aller au plus près de là où elles sont, puisque déjà à l'époque, donc, on accompagnait des personnes soit en squat, soit hébergées autour d'elles, dans la famille ou dans
parfois à la rue. Voilà, l'idée, c'était d'aller là où elles souhaitaient aller. Bah, merci, on a un peu compris la vocation de cette initiative-là. Est-ce que ce serait peut-être intéressant de comprendre finalement les éléments dans le camping-car, mais aussi du coup dans toute l'approche qu'il y a autour. Le but aujourd'hui, c'est pas du tout de dire que aller vert égale camion, mais c'est justement d'aller un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'approche pour faire qu'il y ait une vraie relation de confiance qui se crée quand vous allez à la rencontre de personnes dont on va dire, les territoires de vie sont dispersés, éclatés. Comment est-ce que vous faites pour créer cette relation et peut-être créer cette relation de confiance, on peut dire? En fait, la relation de confiance, elle se crée petit à petit. Alors, on va vers un public qui est identifié, c'est-à-dire qu'il y a ce sont des personnes qui ont pu solliciter l'assistante sociale du secteur ou la mission locale, d'exprimer un besoin d'être accompagnée sur une démarche, et l'assistante sociale ou la conseillère mission locale a pu noter qu'il y avait un besoin d'accompagnement global. Et suite à ça, les personnes sont orientées vers la mesure Agir, et je prends contact avec elles. Alors, voilà, la première prise de contact, elle se fait vraiment en fonction de chaque situation. Parfois, elle se fait directement, je prends contact avec la personne et on se retrouve au camping-car, ou parfois même directement chez elle. Parfois, ça se passe d'abord dans le bureau de l'assistante sociale, et puis le second rendez-vous se passe au camping-car. Et voilà, c'est vraiment de permettre d'aller. Enfin, voilà, je m'adapte au rythme et aux besoins de chaque personne accompagnée. Ouais, voilà, on dirait des accompagnements un peu sur mesure. Et ce camping-car, du coup, il est aménagé en bureau, donc il y a un espace informatique avec un ordi, un scanner, une imprimante, où on peut aussi, ce qui facilite aussi l'instruction de tous les dossiers administratifs qu'il peut y avoir. Donc, on peut plus facilement imprimer des documents, on peut scanner, voilà, sans embarquer les documents avec nous au bureau et les leur remettre après. Ça facilite le travail et ça permet aux personnes aussi d'être moteurs, en fait, de pouvoir faire les démarches par elles-mêmes via l'ordinateur, où je suis présente à côté d'eux pour les accompagner. Voilà. Peut-être concrètement, quand du coup, vous vous rendez dans la ville ou dans la commune dans laquelle la personne réside, c'est peut-être intéressant de comprendre un peu concrètement comment vous vous garez, comment est-ce que vous avez prévenu la personne que vous êtes là, est-ce que c'est sur rendez-vous, est-ce que vous l'attendez en bas, est-ce qu'il y a des personnes qui attendent à plusieurs, enfin un peu comment ça se présente dans l'espace un peu. D'accord. Effectivement, c'est sur rendez-vous. Donc, on a un échange téléphonique. En général, on fixe un endroit. Alors, ça veut dire aussi avoir une connaissance un peu du territoire, de connaître les parkings où il est facile de se garer. Voilà, par exemple, quand on a un camping-car et il faut se garer sur un parking qui est plat, sinon c'est assez désagréable d'être dans le véhicule et de faire un entretien d'1 heure. Donc, ça veut dire repérer un petit peu les endroits. Ça veut dire aussi qu'on est un petit peu dépendant des personnes accompagnées, dans le sens où je leur fais confiance en leur disant voilà, des fois ça m'arrive de ne pas connaître les villes où j'interviens, et je leur dis voilà, il faut qu'on trouve un endroit où c'est facile d'aller se garer avec un camping-car, et c'est elles qui me disent tel endroit ça va être pratique, et voilà, et j'y vais, je leur fais confiance. Donc il y a vraiment ça m'oblige à faire plus confiance aux personnes, et je trouve que c'est pas mal dans l'instauration du lien de confiance qui va se mettre en place après pour la suite aussi de l'accompagnement. Et puis, Est-ce que ça change en général, les personnes viennent toutes seules en fait à leur rendez-vous. C'est plutôt rare qu'elles viennent accompagner. Ça reste c'est plutôt un public de personnes isolées que j'accompagne, donc en général, elles viennent plutôt toutes seules. Est-ce que vous observez que ça change quelque chose dans votre relation avec les personnes par rapport à la modalité qu'on connaît plutôt de recevoir une personne dans son propre espace? Est-ce que ça change quelque chose dans sa commune, dans son milieu de vie, on pourrait dire?
Alors, dans sa commune, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça leur facilite, elles, la possibilité d'honorer le rendez-vous, parce qu'effectivement, si je peux m'approcher au plus près de chez elles, ça garantit quand même beaucoup plus leur capacité à ces personnes de venir au rendez-vous. Le territoire est très grand, hein, ça représente 36 communes, avec très très peu de transports en commun. Donc, il est parfois très compliqué pour les personnes de se déplacer à l'intérieur de ce territoire. Donc, le fait que je vienne sur leur commune, c'est facile pour elles. J'ai assez peu de rendez-vous qui ne sont pas honorés. Et en général, le fait d'arriver dans un camping-car, ça renvoie au voyage, au bien-être. Souvent, les personnes me disent « Ah, chouette, on part où en vacances ?» Donc, commencer un entretien quand il faut aborder des choses un peu compliquées de leur parcours, de leur précarité, je trouve de commencer en se disant « Et si on partait en voyage ?» Ça casse quand même pas mal de barrières et ça instaure une relation plutôt posée et agréable. Ça facilite du coup le lien de confiance. C'est un peu cosy, voilà, il y a des couleurs, c'est neuf, c'est joli. Les gens s'y sentent, peuvent dire c'est chouette, c'est joli, on s'y sent bien. Et c'est forcément de commencer un entretien comme ça, c'est tout bénef et pour moi dans l'accompagnement que je vais instaurer et pour la personne dans l'envie de me faire confiance. J'ai oublié l'autre partie de la question sur qu'est-ce que... ça commence à changer un peu la posture. Ouais, c'est ça, ça vient vraiment casser tous les codes qu'on peut connaître de l'accompagnement qui se fait dans un bureau où on est côte à côte. Parfois, en tout cas, on a une petite table qui nous sépare. Il y a plus de proximité physique. Tu peux aussi prendre un café, tu peux aussi cuisiner. Ça a aussi permis à des personnes qui n'avaient pas d'eau ni d'électricité de pouvoir faire à manger. C'est vraiment un lieu qui permet la confiance, c'est vrai, la proximité, mais c'est vraiment l'intimité aussi. Il y a des personnes, par exemple, victimes de violences, des femmes qui ont pu dire qu'elles avaient pu se confier à ce lieu-là, à cette personne-là. Elles n'auraient pas pu le faire ailleurs parce qu'elles se sentaient en sécurité. Et puis Chantal parlait de la notion de loisir. C'est vrai que c'est un camping-car qui est pas, c'est un camping-car tout à fait lambda, ordinaire, qu'on utiliserait pour aller en vacances. Alors oui, il y a un logo à l'arrière parce qu'on a été financé par la Fondation Abbé Pierre et d'autres établissements, d'autres associations. Mais c'est quand même discret. On a un joli logo avec des petites maisons voilà, qui restent assez sympathiques quand même. Donc c'est discret et ça donne l'impression de partir. Et c'est vrai qu'assez souvent, on peut se rendre compte que parfois on travaille les loisirs, la culture et le bien-être parfois en fin de parcours, en fin d'accompagnement. Et là, dès le départ, ça fait une petite bulle qui permet de sortir des difficultés finalement. Et ça me fait penser aussi que depuis un peu plus d'un an maintenant, on a aussi un financement pour l'intervention d'une infirmière qui intervient à peu près un jour par semaine en complément de mon intervention ou avec moi pour aussi dédramatiser sur tout ce qui peut être sur l'action liée à l'action santé en fait. Et du coup, le camping-car, c'est pas mal aussi, ça vient permettre d'avoir un même lieu commun qui est pour le coup, qui ne connote pas une action de santé, mais qui permet de se sentir en sécurité et de parler, de pouvoir aborder les questions liées à la santé. Il y a quelques questions qui sont assez reliées avec ce qu'on voulait vous proposer, donc on va en prendre quelques-unes. Il y a une question un peu autour de, enfin peut-être vous pouvez répondre d'ensemble à ces deux questions-là. Il y a une question un peu autour de l'isolement. Comment est-ce que ça s'est vécu par vous en aller vers le fait de vous retrouver éventuellement un peu plus isolé que si vous étiez entre guillemets dans les murs avec vos collègues pas trop loin? Est-ce que ça change quelque chose? Et puis du coup, il y a une autre question sur la question de la convivialité.
Et est-ce que du coup, il y a quelque chose de travailler un peu autour de ça? Et vous avez un petit peu répondu autour de ça, mais c'est autour de la convivialité, il y a un peu la question de l'identification du camion. Et on peut voir un peu le lien que ça peut avoir avec est-ce que vous l'estampillez un peu travail social ou est-ce que ce camion-là, il a plutôt vocation à se fondre un tout petit peu? Comment est-ce que vous travaillez cette identité-là? A priori, ça avait l'air assez assumé de votre part, mais peut-être que vous avez quelque chose à compléter sur ce volet-là. Donc voilà, cette première question un peu sur à la fois la question de la convivialité et de l'isolement, si vous pouvez nous dire quelques mots sur ce point. Juste pour l'isolement, je vais simplement dire de mon fait ce que je peux constater, puisque j'étais d'abord, avant d'être responsable, j'étais sur ce service-là. Voilà, aujourd'hui, les 2 travailleurs sociaux qui interviennent sur ce territoire sont rattachés en tout cas à l'équipe du Jarlot. Ça veut dire participent aux réunions d'équipe, participent au temps d'analyse de pratique, peuvent interpeller l'équipe quand besoin. Ont aussi créé tout un réseau, ont inventé, tricoté tout un réseau de partenaires sur ce territoire-là aussi. Et en tous les cas, moi, pour voir Chantal revenir de ses rendez-vous, voilà, je sens qu'il y a après une certaine mise en danger, parce qu'en effet, ça veut dire quitter les murs, ça veut dire quitter une institution qui est parfois rassurante. Hein. Ça veut dire quand on accepte de faire un pas hors des murs, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice pour le salarié, pour le travailleur social aussi. Peut-être d'épanouissement, en tous les cas, de voir son métier différemment. Et puis, voilà, je trouve qu'il y a tout un autre accompagnement qui permet peut-être de mieux vivre cet isolement, puisqu'en effet, Chantal va seule voir les personnes, sauf depuis 1 an où elle est maintenant accompagnée d'une infirmière à temps partiel. Et je dirais, en fait, effectivement, je suis souvent seule lors des entretiens. Mais les personnes ne subissent pas l'accompagnement, c'est elles qui choisissent de venir et qui ont choisi quand même la mise en place de cette mesure, qui choisissent de venir au camping-car, qui choisissent éventuellement de m'ouvrir la porte si c'est chez elles. Donc globalement, je me suis jamais sentie en insécurité, et si je pouvais avoir un doute, je pense que j'organiserais mes rendez-vous aussi dans un lieu. Enfin, voilà, il ne faut pas s'interdire d'organiser le rendez-vous dans ces cas-là au sein d'une mairie ou dans un autre contexte. Le camping-car reste un outil parmi tant d'autres dans mon accompagnement. Ça reste un outil principal, mais ça reste un outil. Avant d'avoir le camping-car, on faisait les rendez-vous en fait dans les cafés, peu importe, là où on trouvait un lieu, sur un banc, dans une cabane, là où il y avait un espace sur ce milieu assez rural. Hein. Les mesures, je vois quelques questions, alors j'y réponds un peu, même si c'est peut-être pas ça qui est prévu, mais en fait, le financement, c'est vraiment la dette qui nous finance intégralement. Par contre, pour effectivement obtenir et acheter ce camping-car, c'est la Fondation Abbé Pierre qui a cru tout de suite dans ce projet et qui nous a financé la moitié du camping-car. Après, la FAS, par le biais des projets FIL, nous a aussi financé une partie, la G2R, enfin voilà, on a été chercher des bouts de financement et on continue à en avoir d'ailleurs, puisque c'est un projet qui a été quand même remarqué, pour lequel là on a obtenu 2 prix avec Mutualia, avec la Fondation Coalia aussi, et qui va nous permettre de travailler sur peut-être un côté plus convivial, je ne sais pas, mais de travailler peut-être moins sur la personne isolée, mais d'essayer de créer un petit peu de collectif autour de ce camping-car-là. Le côté convivialité, l'idée, alors ça viendra, il y aura sûrement des choses au niveau de l'accompagnement collectif qui va peut-être se mettre en place de manière un peu ponctuelle, parce que j'ai pu voir que c'était aussi un manque que malgré tout, quand on accompagnait les personnes, même si on pouvait améliorer la situation au niveau du logement, de l'administratif, etc., elle restait relativement isolée. Donc on va essayer de mettre en place, peut-être de manière trimestrielle, des rencontres, des choses comme ça. La convivialité, après, l'objectif, c'est quand même que l'accompagnement reste plutôt discret. L'idée, c'est pas forcément de s'afficher quand on fait un entretien dans le camping-car. Enfin, par exemple, ce matin, on était garés sur le parking d'un supermarché et j'ai trouvé ça chouette. On est passé plutôt inaperçu parce qu'il y a quelqu'un qui est venu toquer à la porte pour nous dire oh, attention, vous avez oublié vos lumières à l'extérieur. Et je me suis dit, c'est chouette, en fait, on est passé inaperçu. Et peut-être que s'ils avaient vraiment vu que c'était un véhicule qui est destiné à l'accompagnement dans la précarité, ils ne seraient peut-être pas venus me voir, quoi. Donc,
ça permet aussi peut-être de dédramatiser certaines choses autour de la précarité auprès du grand public qui ne s'y intéresserait pas autrement. La Fondation Abbé Pierre, quand on avait présenté le projet, nous avait dit que c'était vraiment un travail dans la dentelle. Alors, bon, voilà, on aime bien ce terme-là parce que ça veut dire que, voilà, Chantal, c'est elle qui va décider avec la personne, bien sûr, du nombre de fois où elle va voir la personne. En général, c'est une fois semaine, mais parfois, ça peut être plus ou moins, ça va dépendre du projet. En tous les cas, Chantal est aussi joignable par téléphone un grand nombre de jours de semaine, mais ça veut dire que la durée va être prolongée si c'est nécessaire, que parfois Chantal accompagne des personnes qui sont dans leur logement, l'accompagnement va se poursuivre quand même. C'est pas parce qu'il y a le logement que ça s'arrête. On est vraiment aussi sur essayer de ne pas interrompre le parcours tant que soit la personne n'en a plus besoin, ou alors qu'il y a un relais de passer avec le CEDAS, avec la mission locale, qui est ensuite un autre référent de parcours, que si la personne nécessite, elle puisse saisir un autre intervenant ensuite. Je vous propose qu'on continue. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, qu'on essaiera de reprendre un peu globalement, peut-être très rapidement en précision. Le fait de préciser que les mesures Agir que vous mettez en place, c'est de l'accompagnement renforcé dans le logement et qu'effectivement, vous travaillez bien sûr bien en lien avec les acteurs de droit commun, entre guillemets, mais que voilà, l'entrée, elle est assez liée aux conditions de logement, aux conditions de vie dans le logement sur ce dispositif d'accompagnement. Donc, ça peut être des personnes qui effectivement sortent de la rue ou qui ont des problématiques particulières liées au logement. Si ça vous va, on passe à l'intervention suivante. On va aller sur une autre échelle, en la personne de Christelle Jasinski, qui est coordinatrice pour le SIAO du Pas-de-Calais. Parce que c'est vrai que justement, c'est intéressant pour nous d'interroger un peu l'action d'un SIAO sur cette question de l'aller vert, parce que parfois on peut un peu bêtement se dire que quoi de plus impersonnel parfois que le fonctionnement d'un SIAO, qui est surtout sur la question du circuit de l'information, de l'orientation, mais là que la question de la relation directe avec les personnes, elle est habitée de manière très différente dans les territoires, et pour nous c'était intéressant de pouvoir interroger un des SIAO qui travaille depuis longtemps cette question de la relation directe avec les personnes. Alors, on parlera peut-être un peu globalement de ce que vous faites au niveau du SIAO, mais on va peut-être commencer par une action particulière que vous mettez en place, qui porte le joli nom de Pamela. Mais peut-être en commençant par nous dire un peu d'où ça vient cette initiative-là, et puis concrètement, comment est-ce que ça vit auprès des personnes. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Christelle Jasinski, je suis coordinatrice du SIAO du Pas-de-Calais, donc SIAO départemental qui existe depuis 3 ans et qui a, juste en préambule, la particularité effectivement d'être une association d'associations dont le conseil d'administration est composé des associations qui portent ce qu'on appelle nous aujourd'hui les antennes SIAO, c'est-à-dire les SIAO présents sur chaque arrondissement du département. Et le projet Pamela est en fait un projet initié par l'association FIAC, donc Foyer international d'accueil et de culture, qui en fait a créé en 2017 cette unité mobile en fait qui est un accueil de jour mobile. Suite au constat qu'ils avaient pu faire, qui est partagé en fait avec l'expérimentation qui a été présentée précédemment d'une forte zone rurale. C'est vrai qu'on a parfois l'image du Pas-de-Calais. Souvent, la première image qu'on en a, c'est soit nos jolies côtes de la côte d'Opale, soit le bassin minier. Mais on a quand même une très très large majorité de notre territoire qui est composé de zones rurales. Et l'arrondissement du Montreuilois est un arrondissement particulièrement concerné par cette problématique, donc avec des services, que ce soit les services publics ou les associations porteuses des dispositifs d'hébergement ou de logement, plutôt centralisés sur la côte, justement, du côté de Berck, de Montreuil-sur-Mer, d'Étaples, enfin voilà, sur des villes plutôt côtières. Donc c'était le constat des équipes de rue en particulier, du fait que leurs interventions se focalisaient beaucoup sur ces zones plutôt urbaines, toutes proportions gardées. Et donc l'idée a été d'effectivement pouvoir intervenir via également un camping-car. Là aussi, j'ai retrouvé pas mal de… Alors, bon, je précise que ce sont mes collègues qui m'ont confié aujourd'hui la mission de parler de ce projet, mais ça n'est pas
le SIAO 70. Donc, je ne me fais que rapporteuse des échanges que j'ai pu avoir avec eux. Mais on retrouve beaucoup de communs avec ce qui a été évoqué précédemment, notamment sur la question de la souplesse, de l'accompagnement, de l'adaptation aux besoins, d'accompagnement quasi individualisé et personnalisé. Enfin voilà, il y a différents points qui ont été évoqués précédemment qu'on a pu retrouver en tout cas dans la parole qui a été portée par les éducatrices de Pamela avec lesquelles j'ai échangé il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, enfin, si vous voulez que j'approfondisse sur certains points. Peut-être justement, ce serait un peu ce que vous avez. Comment se met en place cette action particulière en aller vers finalement, comment cet accueil de jour mobile, si je comprends bien, il est connu par les personnes. Il y avait une question précédemment justement sur comment est-ce que on peut aller vers des personnes qui ne sont pas déjà identifiées, qui ne sont pas déjà orientées. Et du coup, sur l'exemple précédent, est pas tout à fait mis en avant parce qu'il s'agit bien d'un dispositif d'accompagnement, donc il y a bien une préorientation quelque part. Là, du coup, sur cet accueil de jour, comment est-ce que l'entrée en relation avec les personnes, elle se fait? Comment est-ce qu'on donne envie, finalement, de rentrer dans le camion, entre guillemets, et d'échanger dans ce qui vous concerne là? Alors, pour le coup, on a là aussi des communs, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été fait par le FIAC de communication sur ce projet, en lien avec les CCAS, avec les mairies, avec les services du département qui sont quand même présents sur les territoires. Mais ce que me faisait remonter l'équipe, et c'était précédemment, c'est la question de l'éloignement des services publics, des problèmes de mobilité. Elle me parlait notamment d'une commune, par exemple, où il faut 45 minutes de route pour aller ne serait-ce que vers le pôle emploi. Et donc, il y a eu un travail qui a été mené vers les partenaires, et ce sont aussi les partenaires qui peuvent orienter ou en tout cas identifier, repérer les personnes accompagnées. Après, je pense qu'il y a une dimension qui est assez importante, c'est la question du bouche à oreille, de la connaissance. J'aurais presque envie de dire finalement les meilleurs ambassadeurs de ce type de démarche, ce sont les personnes accompagnées elles-mêmes qui vont pouvoir en parler peut-être à d'autres personnes de ces communes pour diffuser. Au niveau du fonctionnement de Pamela, dans un premier temps, le dispositif fonctionnait sous forme de permanence dans les différentes communes. Et en fait, elles se sont vite aperçues que ça ne fonctionnait pas et qu'il valait mieux être au service finalement des qui souhaitaient pouvoir avoir recours à leur service. Et donc, il y a une mixité en fait d'intervention, c'est-à-dire qu'elles ont gardé un système de permanence sur les après-midi et elles ont libéré des créneaux le matin pour pouvoir finalement répondre un petit peu à la commande. Elles sont en lien avec les personnes accompagnées principalement par SMS. Elle me disait aussi que ça fait partie aussi de c'est une des particularités aussi des fonctionnements en aller vers, c'est qu'il faut aussi s'adapter aux modes de communication qui sont à notre disposition. Et donc, il y a ce fonctionnement par SMS d'information directe des personnes accompagnées via SMS. Elles fonctionnent par mail, donc elles informent les gestionnaires de leur venue. En fait, le planning des interventions, enfin de leurs interventions est décidé d'une semaine sur l'autre, donc ça permet aussi beaucoup de réactivité. Et donc, elles informent les personnes accompagnées via SMS, les partenaires par mail, et aussi elles communiquent via le site internet de l'association et la page Facebook pour avertir de leur présence sur les communes d'une semaine sur l'autre. Voilà. Donc, en termes de posture, ça exige beaucoup de réactivité. Et est-ce que éventuellement il y aurait des exemples entre guillemets de public ou d'espaces particuliers sur lesquels cet accueil de jour mobile il se déploie, de personnes qui sont à la rue ou qui sont dans d'autres types de vie sur lequel vis-à-vis duquel ce projet se déploie? Alors, les publics visés par le projet, c'était à la fois effectivement les personnes à la rue en ruralité.
Et après, ça, c'est plutôt un constat personnel dans ce qui peut m'être rapporté, mais qui sont rarement connus, en fait, finalement. Hein. On est dans un phénomène plutôt dissimulé, finalement, connu parfois par les quelques habitants de la commune, au mieux rapporté jusqu'au maire. Je parle pour les toutes petites communes, mais voilà, on est dans un phénomène un peu dissimulé. Et puis, ça visait également les personnes hébergées chez des tiers, où là, le phénomène est peut-être un peu plus répandu, ou encore les personnes mal logées qui vivent dans des logements indignes avec quelquefois des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, des conditions sanitaires vraiment compliquées. Et donc l'idée, c'était surtout d'aller à la rencontre de ces personnes-là, de pouvoir les repérer et de pouvoir les accompagner dans l'amélioration, on va dire, de leur convention sur du public qui ne souhaite pas quitter leur lieu de vie, en fait. On vous entend parfois, ça coupe un petit peu. En tout cas, la vidéo coupe parfois un peu. Pour le moment, le son, ça passe. Je suis désolée, je suis chez moi, donc c'est un peu compliqué. Pas de problème. Peut-être il y aurait encore un point, je pense, qui serait intéressant de voir pour comprendre un peu concrètement comment ça fonctionne. Du coup, cet accueil de jour mobile, c'est justement dans votre camping-car, si j'ai bien compris. Là, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe une fois que les personnes elles ont compris que ça existait, qu'elles en ont eu vent soit directement soit par des partenaires. Qu'est-ce qui s'y passe dans cet espace-là? Encore une fois, ça rejoint ce qui a été présenté précédemment, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur un camping-car. Il y a un attachement important aux conditions d'accueil, à la convivialité, à la chaleur qu'on peut retrouver dans ce type d'espace. L'idée, on est bien sur un accueil de jour mobile, donc l'idée, c'est effectivement que les personnes puissent prendre une douche, cuisiner éventuellement, et puis un espace effectivement plus administratif pour les accompagner dans leur démarche administrative, qu'elle soit liée au logement ou à d'autres démarches. Ce qui m'amène à vous dire aussi que le FIAC est assez précurseur dans ces démarches d'aller vers bien au-delà de l'accueil de jour, puisque ça fait, je pense à ça parce que ça fait écho à d'autres choses qui ont été évoquées. Ils ont également été lauréats du projet Maraudine, qui était porté par la FAS, et donc ils ont mis en place un autre véhicule pour lutter plus particulièrement contre la fracture numérique, avec la possibilité d'accès à Internet, de charger des téléphones, de faire des démarches administratives via des plateformes, puisque aujourd'hui ça se développe beaucoup sous cette forme-là. Et puis là, tout récemment, ils ont également mis en place, alors là, c'est même pas ça, on en est vraiment au balbutiement du projet, mais qui a été validé d'un projet de cuisine mobile également pour aller vers les publics éloignés. En l'occurrence, dans un premier temps, c'était les personnes hébergées à l'hôtel pour qu'elles puissent cuisiner et se faire à manger dans une association qui porte pas mal de projets d'aller vers, du fait, j'ai envie de dire, de son histoire et puis de son territoire d'intervention. Bon, ça fait un écho assez direct avec l'initiative qui sera présentée juste après la vôtre. Mais peut-être pour rester du coup, parce que du coup, cette question de l'aller vers, elle fait un peu partie de la culture, on l'a bien compris à l'échelle de l'association FIAC dont nous avez parlé, mais c'est aussi présent un peu plus globalement au niveau du SIAO. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu éventuellement de la manière dont globalement finalement le SIAO travaille à l'interaction directe de ce qu'il représente avec les personnes concernées? Alors, effectivement, l'initiative, les différentes initiatives d'aller vers portées par le FIAC, j'ai envie de dire, concernaient jusqu'à présent tout sauf le SIAO, donc l'accueil de jour, cette cuisine mobile et Maraudine. Et ça a inspiré en fait une réponse à un appel à projet qui a été lancé fin 2020 par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, auquel on a répondu pour ces initiatives d'aller vers à l'échelle départementale et créer ce qu'on va appeler des unités mobiles de veille sociale portées par les antennes SIAO des arrondissements sous la forme en fait de bureaux mobiles qui seront des SIAO mobiles. L'idée étant effectivement d'aller à la rencontre des personnes en ruralité, de repérer les situations
comment dire, de besoin d'hébergement ou d'orientation vers le logement adapté ou le logement tout court. Précision également, effectivement, donc je le disais en préambule, hein, le SIAO 62 est un SIAO composé qui est une association d'associations. L'une des autres particularités du SIAO départemental du Pas-de-Calais, c'est qu'en fait, on s'est construit sur ce modèle-là parce qu'il existait sur chaque arrondissement du département un SIAO déjà, et nous faisons partie des 18% des SIAO en France qui reçoivent physiquement le public. Et suite à la circulaire de 2015 qui ordonnait la création des SIAO départementaux, la volonté du Pas-de-Calais était clairement de maintenir cet accueil physique du public. Donc, toute personne orientée vers le SIAO dans le Pas-de-Calais est reçue. Le diagnostic est fait via un entretien avec les travailleurs sociaux des antennes SIAO. Donc là, l'idée, c'est en fait d'élargir les territoires couverts par les antennes SIAO en allant à la rencontre des personnes qui ne peuvent pas, pour des raisons soit, j'ai envie de dire, matérielles, physiques, de manque de transport en commun, de problèmes de mobilité, mais aussi parfois, j'ai envie de dire ce que j'appelle un peu vulgairement la mobilité, les problèmes de mobilité psychique, c'est-à-dire le fait d'être en capacité de se déplacer, d'aller entre guillemets à la ville. Et donc l'idée, c'est d'aller vers eux, vers ceux qui ne sont pas en capacité pour diverses raisons de venir jusqu'à nous. Peut-être une dernière question avant qu'on passe à la suivante. Vous êtes vous-même travailleur social. Ouais. Qu'est-ce que vous encouragez vous-même en tant que en termes de posture et de communication, d'entrée, qui permettent vraiment de maintenir une relation avec les personnes les plus éloignées de l'accompagnement? Qu'est-ce que vous, à l'échelle du SIAO, vous encouragez ou vous portez comme manière d'être et d'agir avec les personnes? Je vois les questions s'afficher dans la file active. Quelle posture? Je pense qu'il faut les travailleurs sociaux qui sont les plus aguerris à ce travail-là, en fait, à cet exercice-là, sont souvent les équipes de rue qui ont l'habitude finalement d'aller vers les personnes et de les aborder, même quand on peut s'imaginer qu'elles n'ont pas forcément envie d'être abordées. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne peut-être à développer, à expérimenter au-delà du travail de rue. Ça exige aussi, enfin nous on a développé, et on en avait échangé, Adrien, quand on a préparé ce temps de présentation, mais on porte depuis quelques mois, le SIAO 62, un projet d'équipe mobile de prévention des expulsions qui en fait se présente sous la forme d'intervention à domicile des associations qui accompagnent déjà, enfin qui sont déjà aguerries à cet exercice dans le cadre de mesures d'accompagnement plus classiques de type AVDL ou FSL, sur repérage au stade du commandement de payer de personnes en situation d'expulsion. Et pas des difficultés, mais en tout cas, un des freins qu'on rencontre dans la mise en œuvre de cette expérimentation, c'est que ce sont des publics, on parle de publics locataires du parc privé et donc assez souvent salariés, donc, et puis avec parfois des phénomènes de honte, de déni, de peur de cette situation dans laquelle ils sont, et donc de publics qui sont parfois plus compliqués à toucher. Et donc, nous, ce qu'on demandait dans le cadre de cette expérimentation de la part des équipes, c'est en gros non pas de forcer la porte de ces ménages, bien évidemment, mais en tout cas d'y aller forcément sans s'être annoncé, sans… voilà. Et on sent que dans les équipes, c'est compliqué. Et je pense que, enfin, pour certaines équipes, en tout cas, c'est compliqué parce que ça pose aussi la question d'un aspect peut-être intrusif dans les familles, parce que ça pose aussi la question parfois de l'adhésion. C'est vrai que la notion d'adhésion, elle est précieuse dans nos accompagnements, sauf que des fois, l'adhésion, ça prend du temps. La relation de confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, je pense un des aspects à travailler dans le cadre de la posture professionnelle, c'est vraiment peut-être quelquefois se débarrasser de certains carcans qu'on peut avoir pour aller vers les personnes
sans forcément qu'ils ne soient en demande. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en demande qu'ils ne sont pas en besoin. Voilà. Eh ben, on voit on commence à voir les questions que ça pose aussi. Il y a sur je sais pas, le rapport à l'intimité, le respect aussi de la libre adhésion de la personne. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles on va aussi revenir. On va continuer notre fil d'échange en passant sur à une troisième initiative qui est menée par l'association Saint-Benoît-Labre dans le département du 44, il me semble, sur la ville de Nantes, si j'ai bien compris. Et on a la chance d'avoir Fanny et Thierry qui vont, peut-être vous pouvez vous présenter rapidement et nous parler un petit peu de ce projet qui est notamment lié à la question de l'accès à l'alimentation. Mais voilà, je vous laisse nous présenter ça un peu dans le détail autour de la question aller vers, savez-vous le faire? C'est bien ça. Thierry Pastou, donc je suis responsable du pôle hébergement-logement de l'association Saint-Benoît. Ça représente un CHRS, un service d'accompagnement dans le logement d'insertion et d'urgence sur le vignoble nantais et sur le sud de la métropole, une maison relais, une bagagerie sociale et puis depuis peu donc le service Ma Marmite sur Nantes. Et je travaille avec Fanny. Donc, je suis accompagnante sociale au sein de ce projet, donc le projet Ma Marmite, qui est d'un côté des cuisines fixes chez des partenaires et aussi une cuisine mobile, donc avec un poids lourd. Et juste en préambule par rapport à la question de l'aller vers, parce que je lis aussi un petit peu ce qui se passe, je pense qu'on réinvente l'eau chaude. Alors là, je suis un petit peu provocateur exprès, mais parce que derrière, pour moi, ça fait 29 ans que je suis à l'association. J'ai été éducateur aussi en centre d'accueil d'urgence. Et il y a déjà 29 ans, plus de 29 ans même, on travaillait l'aller vers aussi. D'ailleurs, il y a eu les SAMU sociaux. Je pense que les SAMU sociaux sont quand même des personnes qui ont l'habitude de l'aller vers et que toute équipe sociale s'interroge sur le fait justement d'aller vers les plus fragiles. Voilà. Aujourd'hui, on invente des nouveaux systèmes parce que derrière, il faut se réinventer, c'est sûr. Mais voilà. Donc, je reviens plus sur le projet Ma Marmite. C'est venu de quoi? C'est venu un petit peu de… On est en fin d'année 2019 et on est de plus en plus interrogé par des personnes ayant des difficultés à trouver de l'alimentation, pas à trouver de l'alimentation, pardon, à se faire à manger dans des situations de squat, dans des situations précaires, dans des appartements où il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut pour cuisiner. Donc, on commence à se questionner. On travaille aussi en parallèle avec d'autres associations pour fournir les repas dans nos centres d'hébergement ou travailler en collaboration. Et puis arrive ce que tout le monde connaît aujourd'hui, la crise sanitaire. Et là, la crise sanitaire n'a fait que, en tout cas, amplifier ce qu'on avait commencé à sentir, en tout cas en fin d'année 2019 et peut-être même avant. Et donc, en échangeant avec les différents partenaires, donc, on a commencé à travailler sur une idée de comment on pourrait, avec toutes ces personnes que la crise sanitaire, le SIAO, enfin l'État a mis, en tout cas sur Nantes, ça représentait 1500 places d'hôtel, hein, je pense en plus. Les chiffres, excusez-moi, je ne les ai pas tous en tête, mais ça faisait quand même beaucoup de personnes hébergées à l'hôtel sans forcément de solution pour pouvoir se faire à manger. Il a fallu faire ça en 15 jours, grosso modo. C'est des personnes. Donc derrière, il a fallu là aussi s'inventer, se réinventer, trouver un système. Donc il y a eu on a trouvé les choses rapidement, les chèques services en tout cas. Derrière, c'était comment faire pour arriver à aller aussi auprès des publics les plus les plus difficiles à faire venir en hébergement, comment aller les chercher. Donc, et puis sur les hébergements dont l'association Saint-Benoît que l'association Saint-Benoît a en gestion, on était souvent interpellés, et notamment par la bagagerie sociale que nous avons, par des personnes qui avaient du mal à se nourrir et à trouver. Donc derrière, on essayait de leur donner de la nourriture, on les dépannait. Enfin voilà, c'est venu un petit peu, je pense que tout le monde se rappelle un petit peu de l'ambiance de ce mois de mars-avril 2020, en tout cas, qui était celle-là. Et puis derrière, on a essayé de travailler ensemble et avec les partenaires
Donc les partenaires, au moment en 2000, alors si je ne dis pas de bêtises, en fin d'année 2020, l'appel à projet de France Relance sur le tiers-lieu alimentaire. Et donc, on avait déjà bien avancé. On était sur le fait de est-ce qu'on va sur des cuisines fixes, et en même temps, on avait travaillé un système de cuisine mobile. Donc, les partenaires qui sont le SIAO 44, l'entraide diaconat protestant, le Secours catholique, Une famille, un toit, les eaux vives, on a commencé à réfléchir sur cette possibilité, donc comment trouver de nouvelles solutions pour que les personnes les plus fragiles arrivent à se faire à manger. Et donc, derrière, nous étions en lien aussi avec l'association Cuisine, etc., qui est une association qui nous fournit les repas et qui, pendant cette période de crise sanitaire, a été fortement sollicitée. Et avec ses responsables, comme beaucoup ont fait, je pense, on discute, et puis je ne veux pas dire d'une conversation de comptoir, mais une conversation un petit peu un soir, on s'est dit, ça serait peut-être bien d'avoir un camion qui puisse aller vers ces personnes et leur permettre de se faire à manger et de pouvoir, cuisiner avec leurs aliments, avec le choix, ce qu'ils ont pu avoir dans les lieux de distribution alimentaire. Et on a commencé à travailler ainsi pour arriver à présenter le projet, donc à la fois d'avoir à l'intérieur de Nantes des cuisines fixes, donc des cuisines qui sont répertoriées. Là, je laisserai Fanny parler, mais c'est des cuisines avec des dates, des créneaux horaires sur lesquels les personnes peuvent s'inscrire. Et puis, une cuisine mobile, donc ce camion, avec 9 postes de cuisine à l'intérieur, enfin 9 postes de travail, plus des postes de chauffe, et qui peut se déplacer sur des lieux. Alors après, je ne vous cache pas que tout n'est pas réglé encore, hein, puisque nous avons eu la réponse en juin 2021, pardon. Et puis derrière, là aujourd'hui, le camion, il est livré. On est en train de travailler dessus pour s'habituer au matériel. On essaye avec des partenaires justement de commencer de faire c'est une sorte de banc d'essai, quoi. Et puis derrière, c'est d'arriver également à, je dirais, en début 2022, d'être vraiment d'aller vraiment vers les hôtels et vers les lieux où il y a besoin. Parce que ce qu'il faut savoir, l'étude aussi, c'est qu'en 2020-2021, les choses ont bien changé aussi depuis 2022 parce qu'on ne nous a pas attendu, hein. Derrière, aujourd'hui, dans les hôtels, certains hôteliers refusent complètement que les personnes cuisinent pour des raisons de sécurité. Des hôtels, par contre, se sont vraiment adaptés en mettant des frigidaires dans les chambres. Donc, c'est aujourd'hui un des points qu'on n'avait pas forcément relevé comme étant un point difficile. Et bon, aujourd'hui, c'est des questions qui sont quand même encore bien présentes et qu'on essaye de résoudre avec les partenaires hôteliers, les partenaires des hôtels vers lesquels nous allons aller à partir le plus rapidement possible. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être justement ça. Ah, pardon. Oui. Ça nous donne peut-être envie de vous poser un peu la question, peut-être revenir un petit peu sur la situation problème qui est à l'origine de ce projet-là. Et du coup, comment est-ce que on a compris que l'idée, c'est de rendre plus accessible la possibilité de préparer un repas, mais on imagine que pour vous, l'action, elle n'est pas limitée, entre guillemets, qu'à ça, même si c'est un service essentiel en soi. Du coup, comment est-ce que vous créez de la relation et finalement, à quoi ça vous sert ce support pour le moment de cuisine fixe et comment vous l'envisagez pour vos cuisines mobiles en partant bien de la problématique des personnes qui sont à l'hôtel aujourd'hui et que vous commencez à rencontrer déjà? Je ne sais pas si je vais. Pour moi, la réponse, c'est que dans le travail social, vous avez aussi, à un moment donné, à devoir mettre en place des outils de médiation par rapport à des personnes, et pour aller vraiment, pour essayer d'aller à leur rencontre. Et pour moi, quand vous êtes éducateur en CHRS d'accueil d'urgence ou vous cherchez toujours à trouver quelque chose pour pouvoir permettre d'aller chercher la personne la plus fragile. Donc là, pour nous, c'était l'idée de ce public-là qui, à un moment donné, et notamment le public qui vient à la bagagerie, qui se retrouve là à cause de cette crise sanitaire en hôtel sans pouvoir cuisiner, c'est de se dire comment on va pouvoir les accrocher à nouveau d'une manière. Et je trouve que
l'outil, et à moins qu'on me dise le contraire, mais l'outil de la nourriture, du repas, surtout en France et même à l'étranger, je veux dire, vous avez quand même un outil de médiation qui vous permet de rentrer en contact, parce que c'est ce que j'ai entendu dans tous les projets qui sont passés précédemment. Il y a quand même un outil là qui nous permet de pouvoir rentrer en contact, entrer dans la relation sans forcément rentrer par la porte du travailleur social. Alors, je ne vais pas choquer, mais voilà, vous venez d'où, combien de temps, enfin, avec toutes ces questions, on est vraiment, nous, là, sur vraiment uniquement, je viens faire à manger, j'ai envie de passer un bon moment. J'ai entendu convivialité. Convivialité, c'est bien autour du repas, donc c'est bien autour de se faire à manger, d'apprendre. Enfin voilà, et puis là je crois que je vais dépasser c'est plutôt Fanny qui expérimente sur le terrain maintenant, mais pour moi en tout cas c'est un formidable outil de médiation pour pouvoir aller vers ces publics qui habituellement échappent peut-être au radar du travail social en général. Voilà. Eh ben, peut-être justement Fanny, pour vous en termes de parce que voilà, il y a un support qui a été pensé, il y a ces éléments, on va dire, d'aide matérielle qui sont disposés pour répondre aux besoins des personnes. Maintenant, justement, humainement, qu'est-ce que ça demande de donner un sens en termes de travail social dans la posture et dans la manière dont la relation elle peut s'établir autour du repas? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, il y a deux choses différentes. Donc, premièrement, c'est au niveau des cuisines fixes sur lesquelles moi j'ai plus expérimenté pour le moment. Et après, il y aura les cuisines mobiles. Donc, c'est un peu deux dynamiques qui sont différentes dans la dynamique d'aller vers. Au niveau de l'aller vers pour les cuisines fixes, donc on a aussi pour aller chercher justement des usagers, des personnes qui pourraient avoir ce besoin par manque en fait de matériel pour cuisiner. C'est aller dans les hôtels justement identifiés comme n'ayant pas de matériel de cuisine, n'ayant pas de frigo et parfois même pas de micro-ondes, et avoir un premier rendez-vous avec l'hôtelier pour lui faire aussi connaître le projet, lui faire comprendre le projet, et que ça peut aussi avoir un sens pour l'hôtelier lui-même, dans le sens où pour toutes les questions de sécurité qu'on peut connaître, le fait de brancher une plaque électrique dans une chambre, voilà, avec tous les départs de feu qu'il y a pu avoir, ça peut avoir un sens aussi pour l'hôtelier lui-même. Et ensuite, c'est avec l'autorisation de l'hôtelier, bien sûr, c'est aller faire un petit peu du porte-à-porte et rencontrer les personnes hébergées. Voilà, donc c'est s'amener venir avec une proposition. C'est-à-dire que nous, on parle ici de projet, mais plus face aux usagers, je dirais que c'est plus une proposition. C'est essayer de susciter l'envie de venir au sein des cuisines et venir voilà, préparer les choses qu'elles aiment avec les aliments qu'elles peuvent identifier et qu'elles peuvent récupérer. Et parfois, les personnes peuvent aller faire des courses et donc du coup acheter des choses qui leur font plaisir pour pouvoir préparer des choses qui leur font du bien, qui leur rappellent parfois leur environnement dans le pays d'où elles viennent, mais aussi voilà, ça fait appel aussi à des souvenirs. La cuisine, c'est des odeurs, c'est des goûts, et c'est aussi ça. Et juste pour compléter, enfin là, par rapport, c'est vraiment pour que les personnes puissent se faire à manger et avoir un échange, des liens entre eux. Mais c'est aussi, parce que j'ai vu la question, c'est aussi en lien avec les partenaires comme la Banque alimentaire également, tous ces lieux de distribution. Les partenaires que j'ai cités en préambule, c'est ceux avec qui on a écrit, le projet a été écrit dans le cadre de l'appel à projet. Après, il y a la Banque alimentaire et d'autres intervenants comme le Secours populaire, où on intervient aussi sur des lieux de distribution pour aller se faire connaître. Voilà. Oui, parce que du coup, l'aller vers est aussi voilà, la question de la relation de confiance auprès des publics. Elle se fait aussi par des orientations avec tout le maillage institutionnel et associatif de la ville de Nantes. C'est-à-dire que des travailleurs sociaux peuvent avoir déjà repéré des familles, des usagers avec ce besoin-là en tout cas. Et du coup, après, nous, ces partenaires-là et ce maillage, ces associations peuvent aussi, par la connaissance du projet, parler aux usagers de cette proposition de pouvoir avoir la possibilité de venir faire la cuisine dans des lieux. Voilà, donc c'est aussi s'appuyer sur des relations de confiance qui sont déjà existantes entre certains travailleurs sociaux et certains publics. Peut-être une dernière question, en vous demandant d'y répondre assez rapidement pour qu'on ait bien le temps d'avoir un échange nourri sur la dernière partie. Du coup, en termes de posture professionnelle,
Il y avait une question aussi sur le lien éventuellement avec le collectif, finalement. Comment est-ce qu'on part d'un besoin individuel aussi pour accompagner éventuellement une réponse qui peut être construite collectivement. Mais bon, c'est peut-être une partie de la réponse, c'est à vous de voir. Mais peut-être qu'il y a une question à se poser sur comment est-ce qu'on part de cette action autour de l'alimentation particulière pour aller peut-être un petit peu plus loin en termes d'orientation ou de prise en compte d'autres besoins qui ne sont pas forcément le premier besoin matériel qui est présent quand les personnes se présentent à vous, mais pour accompagner éventuellement l'émergence d'une demande qui peut être d'un autre ordre. Donc là, sur cette question, que l'aller vers, c'est éventuellement essayer de faire émerger aussi un besoin, une demande. Comment est-ce que ça évoque des choses pour vous en termes de posture professionnelle? C'est clair que là, la présentation, c'est on va dire, la jeunesse du projet. C'est au départ pour, je le répète, que des personnes fragiles puissent se faire à manger, ou en tout cas en situation précaire puissent se faire à manger. Il est bien évident que dans le projet qu'on a écrit avec nos collègues, il y a cette idée derrière de pouvoir aussi collectivement, de pouvoir faire peut-être des temps collectifs sur tout ce qui est hygiène alimentaire, par exemple, parce que je vois qu'il y a des questions autour de ça. Enfin, et d'essayer d'amener un petit peu un travail social possible avec eux à travers cette question de l'alimentation. Et c'est pour ça que aussi en termes de formation, Fanny et puis sa collègue sont déjà partis, travaillent déjà avec la banque alimentaire pour se former à certaines choses, quoi. Voilà. Et puis, je sais pas, Fanny, tu peux compléter peut-être. Ouais. Du coup, en termes de posture, je dirais un peu à l'essentiel sur ces derniers temps. C'est donc on part sur un aller vers, après on accueille. Donc il y a aussi cette dimension d'accueil des usagers au sein des lieux, avec la pédagogie que ça nécessite pour essayer de pallier à ce frein qui est des fois faire le premier pas pour aller dans une nouvelle structure, faire une nouvelle démarche encore, aller dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc toute la dimension accueil, sachant qu'au sein des cuisines fixes, il y a aussi des binômes ou des trinômes de bénévoles. Donc il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que je suis là en tant qu'accompagnante sociale, mais il y a aussi une équipe de bénévoles qui est sur place pour accueillir les personnes. Donc la posture, elle est un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'il faut aussi accueillir les bénévoles, leur donner des clés, des armes aussi pour pouvoir après accueillir les usagers eux-mêmes. Et il y a donc après la volonté de créer un lien de confiance, donc créer aussi de l'échange, donner la possibilité à l'écoute, à ce que chacun puisse s'exprimer librement sur peu importe le sujet d'ailleurs, et aussi pour créer cet espace et donner confiance aussi bien aux bénévoles mais aussi bien aux usagers. Et tout cela, en fait, ça permet de comprendre la réalité des usagers, de comprendre pour pouvoir ensuite repérer donc aussi bien les besoins, mais également les acquis, parce que parfois il faut aussi prendre les bonnes choses et pouvoir s'appuyer sur ça. Et donc après, repérage des besoins sociaux. Sur la situation, est-ce que les personnes ont accès à des aliments, ne serait-ce, ça c'est un peu le point de départ. Quand les personnes viennent dans nos cuisines, on leur demande d'arriver avec leurs denrées alimentaires. Alors je parle de denrées, on a un stock, c'est-à-dire qu'on a de l'huile, on a du sel, on a du poivre, pour éviter que les personnes elles arrivent avec 4 sacs et que la logistique soit vraiment trop lourde. Mais en tout cas, quand les personnes viennent avec leurs denrées, on peut aussi s'apercevoir que certains usagers n'ont pas accès à une aide alimentaire et essayer de par ce repérage-là, les rediriger vers une distribution de panier repas ou si c'est sur inscription et qu'en attendant, ils n'ont pas de solution pour s'alimenter, c'est aussi les diriger vers des distributions de repas chauds, ne serait-ce pour qu'ils aient accès à l'alimentation de base. Et il y a aussi la dimension de relais, c'est-à-dire que parfois, si on s'aperçoit qu'une personne a l'envie, dans la discussion, ça sort, elle a envie d'aller apprendre le français, par exemple, et c'est aller relayer cette information-là auprès des personnes concernées, donc des structures aussi concernées, et expliquer à la personne et expliquer aussi aux partenaires la situation et tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. On comprend l'importance d'un premier maillage qui répond à la fois à un besoin matériel criant et en même temps qui travaille à ce premier relais. C'est aussi une manière intéressante de penser l'aller vers.
Maintenant qu'on a passé ces 3 exemples, oui, pardon Thierry. Juste parce que je voyais, et c'est parce que j'ai peut-être pas été assez clair, mais c'est vrai que également on travaille avec tous les lieux de distribution alimentaire. Je voyais là sur les jardins partagés, mais ça sera l'occasion d'un autre webinaire, je pense. Mais on essaie de travailler le plus largement possible, oui. Parce que le projet Ma Marmite, l'originalité, il est d'aller vers les personnes, c'est vrai, avec le camion mobile. Hein, je pense que tout le monde nous attend sur le camion mobile avec les 9 postes à l'intérieur, mais c'est aussi le fait que nous sommes quand même 7 associations à avoir participé à cet appel à projet et avec lesquels on travaille. Et on essaye de faire grandir ça un petit peu, puisqu'on s'aperçoit aussi qu'à travers le travail de repérage qu'on fait 1 an après avoir fait l'appel à projet, il y a encore plus de cuisine fixe que l'on ne pensait. Voilà, en tout cas sur le territoire nantais. Merci encore. Du coup, on a vu finalement beaucoup de choses différentes sur ce que ça peut comporter l'Aller Vert. Il y a la question effectivement de comprendre le territoire, son maillage, les acteurs qui sont présents. Voilà, comment est-ce qu'on crée une présence qui répond à un besoin urgent sur un territoire. Mais on a vu bien d'autres choses encore. Justement, c'est peut-être l'occasion de vous passer la parole à vous, Marie-Paul. On est très content de vous avoir parmi vous parce que pour le coup, c'est une question que vous avez pas mal travaillé dans le cadre de vos travaux, notamment au sein du Haut Conseil du travail social. Donc, vous avez été vice-présidente ces 3 dernières années. Vous avez notamment travaillé sur la question des pratiques émergentes pendant la crise à travers voilà, un document très approfondi finalement de tous les impacts que la crise elle a pu avoir sur la question des pratiques professionnelles en travail social. L'Aller Vert et Férure, mais vous avez travaillé vraiment avec une multitude d'acteurs qui vont bien sûr au-delà de notre champ sur la question de l'accompagnement des familles, des enfants, etc., sur les conséquences de la crise en travail social. Donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément déjà jeté un œil, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Mais voilà, aujourd'hui, sur le sujet qui nous concerne, on a eu ces 3 exemples-là. Mais vous avez peut-être un regard qui, du coup, prend en compte aussi d'autres initiatives qui sont un peu en dehors de notre champ de vision, même si au sein des acteurs de la HI, il y a il y a une tradition importante autour de l'Aller Vert. Vous avez parlé du SAMU social, les activités de maraude, d'accompagnement des publics dans les campements, etc. C'est des choses qui sont très ancrées aussi dans notre fédération. Mais voilà, à travers les 3 exemples qu'on a eus, puis à travers ce qu'on voit un peu émerger, ce serait intéressant d'avoir votre regard sur la manière dont cette thématique un peu elle revient finalement, même si, comme le disait Thierry, c'est pas tout à fait quelque chose de nouveau finalement en termes d'approche. Mais ce serait intéressant que vous nous donniez un peu votre point de vue là. Et puis voilà, en posant peut-être un peu la question un peu différemment. Est-ce qu'il faut forcément avoir un camion pour faire de l'Aller Vert? Est-ce que c'est la condition ou est-ce que c'est la conséquence? Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Et puis, je voudrais quand même dire d'emblée que moi, je vais prendre les choses avec peut-être une vision un peu généraliste, mais j'ai bien conscience que la vraie vie, c'est bien celle qui nous a été décrite là au cours de ces trois expériences. Voilà. Je vais revenir peut-être parce que c'est vrai que quand on avait préparé, vous m'aviez demandé si en fait cette préoccupation d'Aller Vert, elle était en train de s'installer ou pas comme un objet d'intervention sociale. Et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que la démarche d'Aller Vert, effectivement, aujourd'hui, elle a l'air un peu de s'imposer comme un enjeu des pratiques de travail social. Hein. C'est exact, ça traverse beaucoup de champs, notamment pour lutter contre l'exclusion et en particulier, je dirais, pour lutter contre le non-recours au droit. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'il ne faut pas perdre de vue que, en fait, ce sont quand même les travaux qui ont été conduits par Philippe Varin dans le cadre de l'association Odénor, qui ont d'une part conduit les pouvoirs publics et les acteurs d'une manière générale à prendre conscience de l'ampleur du non-recours dans notre système socio-administratif. Hein, on a quand même évoqué 30% de personnes ne feraient pas valoir leurs droits au RSA. Donc, c'était quand même une préoccupation. Et d'autre part, ces travaux ont quand même convaincu finalement les pouvoirs publics qu'un des moyens de lutter contre le non-recours, c'était d'aller vers les populations.
Alors, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit que finalement, l'aller vers occupe une place presque aussi importante que l'accompagnement lui-même. C'est-à-dire qu'on est aussi dans cette dimension de rechercher comment on peut aller vers des publics. Et ce qui est un fait que vous avez évoqué en début de ce webinaire, c'est que la stratégie pauvreté, et il ne faut pas l'oublier, en a fait un des 6 axes de la formation continue pour les travailleurs sociaux. Donc finalement, c'est quand même une orientation qui est validée par les pouvoirs publics. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, pour autant, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est est-ce que pour autant cette pratique va se généraliser? Ça, c'est difficile aujourd'hui d'y répondre. Moi, ce que j'aurais tendance à dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des éléments qui jouent en sa faveur. C'est quoi? Aujourd'hui, cette démarche, elle rentre quand même profondément en résonance avec le cœur de métier du travail social, qui est de prendre soin de l'autre. Je pense que ça, il y a quelque chose qui peut venir en résonance de cette orientation, lutter contre les inégalités, contribuer à une meilleure justice sociale. Je dirais que c'est des choses qui parlent à la question du travail social. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, je développerai un peu plus, c'est aussi une pratique qui fait écho à des pratiques qui existaient déjà ou qui existent déjà maintenant. Mais par contre, il y a des choses qui jouent aussi en sa défaveur, en la défaveur de son développement finalement. C'est, je dirais, d'une certaine manière, tout le système juridico-administratif dans lequel nous sommes aujourd'hui. Certes, il y a eu beaucoup de progrès sociaux qui ont amélioré la vie des gens sur le handicap, sur le grand âge, sur les revenus, etc., etc. Mais aujourd'hui, il faut quand même constater qu'on est dans un contexte d'empilement des dispositifs, de tâches administratives qui sont de plus en plus lourdes, de complexité de dispositifs qui découragent l'accès au droit. Donc, c'est quand même une approche gestionnaire qui est de plus en plus prégnante et pour diverses raisons. Il y a des budgets contraints, mais il y a aussi des dispositifs dont il faut s'assurer de l'efficacité. Voilà, des droits sociaux qui sont accordés avec des contreparties. Et tout ça, ça a quand même parfois produit un éloignement des publics, c'est-à-dire un certain rejet des publics à venir dans cette sphère finalement de la contrepartie, de rendre compte, etc. Et puis par ailleurs, depuis une trentaine d'années quand même, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une massification des problèmes sociaux, une massification du chômage, des difficultés budgétaires des familles qui n'ont fait que croître, des logements parfois inaccessibles, etc. Et donc une très grande augmentation des demandes sociales qui ont complètement embolisé à certains moments les services sociaux de droit commun, vous le savez tous. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a entendu ici, surtout des associations qui sont intervenues, et qui, pour le coup, par nécessité, je veux dire, d'absorber toutes les demandes, ça a progressivement éloigné un certain nombre de travailleurs sociaux du territoire, même s'ils en ont une volonté différente. Donc, moi, je dis ça parce que je pense que l'aller vers ne dépend pas seulement de la seule volonté des travailleurs sociaux, ou des intervenants sociaux, mais aussi des conditions d'exercice dans lesquelles ils sont. C'est-à-dire que c'est nécessairement une combinaison entre une évolution de l'organisation de la structure et une évolution des pratiques professionnelles. Ce n'est que dans cet échange que peut se développer vraiment l'aller vers. Voilà. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, d'autre part, la démarche d'aller vers, il faut qu'elle s'accompagne, et ça, vous y êtes revenu plusieurs fois, Adrien, évidemment, elle s'accompagne d'une réflexion éthique. C'est indispensable parce que ce n'est pas une démarche qui est neutre. Aller vers, ça désigne bien sûr une modalité d'intervention, mais ça désigne aussi, vous l'avez dit, une posture professionnelle, c'est-à-dire une attitude, une manière d'être dans l'échange et dans la relation à l'autre. Et c'est une posture d'ouverture, bien sûr. Alors, dans l'absolu, parce que vous avez évoqué les uns et les autres des démarches d'aller vers qui sont un peu différentes de ce que je vais dire, mais dans l'absolu, si on est dans une conception d'aller vers qui toucherait des personnes hors tout dispositif, alors ça veut dire malgré tout qu'il faut laisser des espaces et du temps pour qu'il y ait des démarches d'aller vers qui ne soient finalement ni des mesures
qui finalement qui s'inscrivent dans un cadre législatif, ni un dispositif qui se définit par des normes administratives et qui soit véritablement un espace où il y a une démarche où on court le risque aussi de l'échec, parce qu'on va à la rencontre de gens qui peuvent aussi vous dire non. Voilà. Donc, je trouve que ça mérite aussi de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la notion d'aller vers dans sa dimension la plus excessive, c'est-à-dire quand une relation, quel type de problématique éthique ça pose quand la relation est initiée par un intervenant social vers une personne qui n'a rien demandé. C'est un sujet qui est difficile aujourd'hui à traiter, mais qui vaut le coup quand même d'être abordé, parce qu'il permet d'éclairer aussi toutes les autres démarches d'aller vers qu'on vient de, qui ont été rapportées et qui posent aussi les mêmes questions éthiques. Et les plus cruciales, bien sûr, c'est notamment la question, ça a été évoqué par une des intervenantes, notamment la question du respect de la vie privée, de l'intimité, comment on force cette intimité parfois, mais comment aussi on la force tout en la respectant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite une réflexion approfondie. Et la question de l'intime, c'est quelque chose qui est important parce que la loi française protège le respect, protège la vie privée dans son article 9 du Code civil, il faut se le rappeler. Et donc, il faut travailler avec ça parce qu'on ne peut pas non plus travailler avec les personnes sans pénétrer dans cette intimité. Mais vous savez bien, chacun, l'intimité, c'est l'espace protégé qu'on a. Je veux dire, on ouvre sa porte à qui on veut, on ouvre sa porte à des amis, à des voisins, mais en fait, on décide chacun quelle est la part d'intimité qu'on va livrer ou pas. Voilà. Et donc, c'est important aussi de se poser cette question parce que forcément, on va aller un peu au-delà avec les personnes qu'on va aider. Mais c'est aussi être dans une posture d'incertitude parce que il faut, si on a cette dimension d'ouverture, cette posture nécessaire pour entendre l'autre et pour entendre surtout comment lui, dans la situation où il est, il voit quelles sont ses priorités et qu'est-ce que c'est pour lui avoir une vie meilleure demain, quoi. C'est-à-dire que comment on peut s'appuyer aussi sur ce que les personnes vont nous dire et du coup, quelle est notre capacité à nous débarrasser déjà de nos a priori sur qu'est-ce qui serait bien pour elles pour pouvoir travailler et justement établir cette relation de confiance. Donc, il y a aussi des questions, des paradoxes à régler entre la volonté d'agir et puis le respect du refus d'être aidé. Jusqu'où on peut laisser quelqu'un dans le dénuement, voilà, entre contrôle et aide, etc., etc. Je vais peut-être m'arrêter là, mais c'est vrai que je pense que c'est important d'aborder voilà, des questions qui sont peut-être là où je pose plus de questions que je n'apporte de réponses, j'en ai bien conscience, mais c'est une réflexion qui est en cours. Peut-être ça peut amener. Il y avait une question aussi un peu autour de la question de la formation qui est arrivée un peu juste avant. Et justement, on voit que les pouvoirs publics ont aussi envie d'accompagner ça sans forcément que ce soit très défini. Et est-ce que du coup, finalement, accompagner la mise en place de démarches d'aller vers, c'est pas un peu essayer de répondre, trouver des réponses, enfin en tout cas accompagner les acteurs à trouver leurs propres réponses aux questions que vous avez soulevées. Mais qu'est-ce que ça peut être justement les leviers qu'on peut collectivement mobiliser ou les leviers qu'on peut mobiliser à l'échelle d'une association ou d'un service pour amplifier quand même un mouvement d'aller vers dans son équipe ou dans son service. Je vais répondre au levier, mais si j'ai quelques minutes, je voudrais quand même juste faire l'écho sur comment cette notion d'aller vers, elle trouve aussi un ancrage dans l'histoire. Parce que c'est aussi important et peut-être que ça peut nous aider à travailler justement quels sont les leviers et sur quoi on peut s'appuyer. Juste trois exemples, et c'est vrai que les collègues là qui ont témoigné ont dit que c'était quand même pas tout à fait quelque chose de nouveau. Moi, je voudrais parler de trois exemples. Le premier, c'est au début du siècle, l'expérience des résidences sociales et maisons sociales. En deux mots,
c'est une démarche qui a structuré un peu, c'est à l'origine du travail social, c'est un détachement de la charité traditionnelle pour aller vers une démarche professionnelle, mais c'est quoi? C'est des femmes qui étaient généralement issues du milieu bourgeois et qui quittaient volontairement leur statut pour aller vivre dans des cités ouvrières et créer une maison au sein des cités ouvrières pour finalement vivre. Enfin, c'est un engagement. Hein. Leur volonté, c'était de lutter contre les inégalités de classe. Hein. C'était ça qui était à l'époque l'objet, et d'agir aux côtés des plus pauvres. Donc, en fait, on voit quand même que ce sont des démarches qui mobilisaient et qui se fondaient sur la proximité territoriale, la présence physique et l'action collective avec les habitants. Donc, vous voyez que la question du bus qui va dans les territoires, on est bien dans cette recherche d'aller au plus près et de travailler sur la question de la proximité. Voilà. Le deuxième exemple que je voudrais citer, c'est toute la construction de la polyvalence de secteur, et j'irai assez vite, mais la polyvalence de secteur, elle était aussi structurée sur le principe de la proximité de lieu de vie et la visite à domicile. C'est-à-dire que c'était vraiment, la visite à domicile, c'est un acte d'aller vers les personnes. Hein. Bon, aujourd'hui, on sait que tous les dispositifs, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer aussi l'empilement et la question du contexte qui est aujourd'hui embolise beaucoup les choses, mais aujourd'hui quand même, enfin, cette histoire, elle fait partie de notre culture de travail social. La troisième, ça a été évoqué, c'est la culture des éducateurs de rue dans le cadre de la prévention spécialisée. Hein. Aller dans la rue, en bas d'un quartier, dans un quartier, en bas d'un immeuble, à la rencontre de gens qui sont là, donc qui n'ont pas forcément demandé quelque chose, mais aller à leur rencontre et dialoguer. Bon, ensuite, évidemment, il y a tout un corpus méthodologique avec la libre adhésion, etc., qui revient. Je ne m'y étendrai pas, mais la collègue a bien dit que les gens qui sont des éducateurs de rue ont une compétence sur l'aller vert. Donc, il y a des choses qu'on peut aller chercher de ce côté-là. Voilà, il y a plusieurs exemples comme ça dans l'histoire qu'on peut trouver, et sans parler quand même depuis des années de la pratique des SAMU sociales, ça a été évoqué, qui savent parfaitement et qui ont travaillé toutes ces questions de posture, d'intimité, qui ont travaillé ces questions-là, et il faut aller chercher auprès d'eux ces leviers. Ensuite, sur les leviers, pour en finir, et je m'arrête parce que je pense que le temps passe vite, sur les leviers. D'abord, je voudrais dire que le premier, c'est d'encourager et de soutenir les initiatives qui, par exemple, comme celles qui nous ont été présentées, c'est-à-dire il faut encourager tout ce qui émerge aujourd'hui comme initiative pour que ça se structure progressivement. Voilà, moi je crois beaucoup à la politique des petits pas. Mais je voudrais aussi souligner combien le secteur associatif a le bonheur de pouvoir innover et conduire des projets parce que, évidemment, une des conditions, c'est qu'il possède une certaine autonomie dans la définition de son projet associatif. Et ça, c'est une ressource forte. C'est sans doute un peu moins le cas dans les services publics, même si moi je salue quand même beaucoup d'initiatives de travailleurs sociaux, et donc j'ai vu dans le chat une collègue d'un CCAS qui témoignait qu'elle avait aussi eu cette démarche. Enfin, donc il y a des gens aussi qui sont totalement dans cette démarche. Mais moi, il me semble que il ne suffit pas de décréter au niveau national que l'aller vert constitue l'alpha et l'oméga du travail social. Il faut changer de pratique sans doute au niveau des travailleurs sociaux, mais il faut aussi reconsidérer les politiques publiques, de la manière dont elles sont faites et comment on peut aussi faciliter cet accès aux droits des personnes qui sont pris dans un dédale qui est difficile de démêler. Donc, vous voyez, on a effectivement des personnes déjà connues vers lesquelles il faut aussi développer des démarches d'aller vers, mais on a tout un pan de population où on sait que les gens sont éloignés, soit parce qu'ils ont des petits salaires, soit parce qu'ils ne sont pas dans la grande pauvreté, mais ils sont dans une difficulté, un isolement social, etc. Et donc, ça m'aurait intéressé d'aller un peu plus loin sur la question des démarches collectives, parce que je pense que l'aller vers n'est pas qu'une histoire de rencontres individuelles, mais c'est aussi aller vers, c'est aussi structurer dans les territoires des espaces de solidarité, donc aider les gens à construire
construire collectivement des espaces où ils vont être les uns pour les autres, c'est-à-dire une chaîne finalement, où ils vont être les uns pour les autres dans une démarche d'aller vers les uns et les autres. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que je vois que l'heure passe et je veux laisser peut-être du temps, si vous le souhaitez, à la discussion. Merci beaucoup. Je pense que vous avez évoqué beaucoup d'éléments qui étaient présents dans les questions et dans les interrogations qui étaient posées. Cette idée que l'aller vers, c'est aussi une forme de recommencement et qu'on revient vers l'aller vers, elle est intéressante, mais bien sûr, ça va pas de soi et ça demande beaucoup de conditions, notamment sur le soutien, vous l'avez évoqué, qui est porté par l'organisation elle-même vis-à-vis des professionnels qui vont le mettre en œuvre. Il y a peut-être une ou deux interventions, on ne pourra pas en prendre beaucoup plus parce qu'il y en a finalement beaucoup qui ont été traités un peu sur le fil. Il y avait peut-être une question qu'on peut adresser peut-être à Chantal et Joël. C'était une question qui était sur la question du partenariat en aller vers finalement. Essayez peut-être si ça vous va de nous répondre assez vite, peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui voudront répondre parmi vous. Je l'adresse un petit peu arbitrairement, mais peut-être que ça évoquera quelque chose pour vous. On a beaucoup parlé d'aller vers les personnes en elles-mêmes, mais comment est-ce que vous auriez des choses un peu à nous conseiller sur comment aller vers vous avez parlé pas mal du lien avec la commune, le territoire, etc. Sur un peu concrètement pour pouvoir aller vers les personnes, par qui est-ce qu'on peut aussi passer quelle forme de médiation on peut aussi mettre en œuvre pour toucher des personnes qu'on ne connaît pas et qui ne viennent pas vers le travail social. En fait, est-ce qu'on peut, des fois, quand on a du mal à aller de soi-même, à aller de soi-même à la rencontre des personnes, par qui d'autres on peut passer pour créer ce contact-là? Est-ce que vous avez un peu des choses à nous dire là-dessus? Je pense qu'en fait, il faut partir de ce qui existe sur tous les territoires. Il y a tous les réseaux d'associations d'aide caritative, il y a parfois aussi des centres sociaux, d'autres. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'associations qui interviennent en général sur les territoires et je pense que une des forces et un des besoins du travail d'aller vers, c'est aussi de tisser et d'aller à la rencontre des partenaires et des gens déjà présents sur le territoire qui sont parfois pas assez connus de chacun et de faire du lien entre et les professionnels, les associations, les communes. Ça permet de ramener aussi la personne actrice dans son territoire avec ce qui existe parfois, parce que parfois on ne connaît pas bien, c'est ce que Thierry disait sur le fait que, par exemple, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup plus de cuisine qu'ils ne pensaient pour soutenir les personnes. Donc, je pense que c'est ça aussi. Il faut aller vers les partenaires, pas que aller vers les personnes, mais aller vers les partenaires et voir comment ensemble on peut des fois renforcer ce qui existe. Et ça permet aussi de mettre en avant des personnes qui auraient besoin de cet accompagnement global. Et surtout, il faut les ramener vers le droit commun aussi. On est juste qu'un gros coup de pouce à un moment donné de leur vie. L'idée, c'est vraiment qu'elles repartent vers le droit commun et qu'elles se saisissent elles-mêmes de tous les outils qui sont mis à leur disposition. Eh bien, merci beaucoup. Je vois poindre une autre question. Oui, pardon Thierry. Non, mais c'est juste pour compléter, dans le cadre de Ma Marmite, par exemple, c'est vraiment lorsqu'on a fait le recrutement des personnes qui vont travailler comme Fanny sur ce camion, l'idée n'est pas d'accompagner, l'idée est vraiment d'aller vers les personnes et de pouvoir être le relais et en tout cas d'inciter les personnes, de les aider, de les ramener vers les personnes plus compétentes qui vont réaliser l'accompagnement, en tout cas qui ont l'accompagnement plus en profondeur, on va dire. Voilà. Et je dirais que c'est valable aussi sur le bus qu'on met en place sur le vignoble. On n'a pas, à la différence de Joël, c'est qu'on n'a pas, nous, de mesures vraiment d'accompagnement au logement renforcé, là, ce que vous disiez, mais on est vraiment un outil de médiation. Enfin, on se sert en tout cas de ce camion pour essayer de ramener les personnes vers les bons référents, on va dire. Voilà. Mêmes objectifs du côté du Pas-de-Calais, et d'ailleurs ça m'a été renvoyé par l'équipe de Pamela quand je les ai rencontrés pour préparer ce temps d'échange d'aujourd'hui. Effectivement, ça leur a permis notamment, par exemple, de pouvoir orienter des personnes sur l'hébergement ou sur le logement accompagné ou adapté suite à ces contacts qui avaient été établis avec Pamela.
parce qu'il y avait aussi tout un travail à faire sur les représentations, sur la réalité de ce qu'est un accueil en hébergement, etc., et qui a pu être mené grâce aux équipes qui se déplaçaient sur le territoire. Eh bien, du coup, ça permet de mettre en avant le fait qu'on n'est pas forcément seul à aller vers, et à aller vers, c'est aussi aller collectivement vers les personnes. C'est pas une démarche qu'on peut complètement mener en mono acteur. Et du coup, peut-être une dernière question qu'on pourrait prendre, et du coup, je vais vous l'adresser à vous, Marie-Paul, sur la question de la formation, mais ça vous permettra aussi de compléter peut-être sur ce point. Je vais que vous leviez la main. De votre point de vue, est-ce que c'est possible de former à l'aller vers? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on se forme? Voilà, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors, juste avant de parler de la formation, je voudrais juste apporter un complément à la question précédente, parce que quand j'ai fait le travail là, sur l'impact de la crise sanitaire, je voudrais juste rappeler que j'ai eu un certain nombre de témoignages. Alors évidemment, c'était dans la première période de confinement, mais des maraudes professionnelles qui ont découvert dans la rue des maraudes citoyennes. Et donc, il y a aussi certainement au niveau du travail social à regarder, à chercher comment on peut faire aussi alliance avec des initiatives citoyennes. Vous voyez, dans le secteur, par exemple, des migrants, il y a beaucoup de groupes spontanés qui essayent de créer des espaces de solidarité. Voilà, donc je pense aussi que de manière plus diffuse, il y a des gens aussi dans la société civile qui se mobilisent pour les autres. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver des alliances avec ces personnes. Voilà, c'était juste une piste qui est évidemment autre, hein, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait d'envoyer les gens vers des services plus spécialisés, etc. Mais je crois que dans le repérage ou dans l'accompagnement, il y a peut-être aussi ça à travailler. Alors, en termes de formation, eh bien, écoutez, je vais vous décevoir beaucoup parce que moi, je n'ai pas la science infuse sur comment on forme à l'aller vers. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas une question, on ne peut pas se former tout seul à la question de l'aller vers. L'aller vers, il rentre dans un projet d'équipe, je pense, parce que c'est une démarche qui doit être portée, qui doit avoir du sens. Donc, effectivement, si la formation à l'aller vers doit exister parce que malgré tout, il faut qu'il y ait un corpus méthodologique, etc. à ces questions. Il faut que les questions d'éthique soient posées, etc. Mais avant tout, il faut que ça rentre, il faut que ça soit porté par une équipe. Il faut que l'encadrement puisse accompagner cette démarche. Ce sont des démarches qui ne sont pas simples. C'est beaucoup plus simple, évidemment, d'attendre la demande de quelqu'un. Hein, c'est des prises de risque sur. Donc, c'est peut-être une formation à ça, c'est-à-dire c'est quoi la posture d'ouverture que l'on peut avoir. Donc, c'est aussi un travail sur soi et un travail méthodologique. Mais les deux sont absolument indispensables. Et puis aussi, c'est une analyse politique de la situation parce qu'il faut aussi comprendre comment évolue le contexte. Il y a la question quand même de l'individu et de l'individualisme aujourd'hui et des nouvelles formes d'individualisme qui sont à l'œuvre. Donc, si vous voulez, c'est un croisement de plusieurs champs. En tout cas, je pense que nous n'avons pas encore le tout de la formation sur l'aller vers. Mais je pense qu'il y a une partie de formation quand même. Ça ne s'improvise pas totalement. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Effectivement, on se pose beaucoup la question. Je vois qu'il y a Thierry qui veut réagir, puis ce sera la dernière prise de parole pour aujourd'hui. Non, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que ça ne peut pas se décréter d'aller vers, en tout cas, et il faut des formations. Et moi, je dirais que ce n'est pas une question à laquelle je demande une réponse maintenant. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est justement, aujourd'hui, c'est la fuite des compétences. On a quand même, suite à la crise sanitaire, alors je ne sais pas si vous, dans votre travail, Madame Coll, si vous l'avez relevé, mais en tout cas, il y a une sorte de désaffection, ou en tout cas, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas les bons mots là aujourd'hui pour vous le dire, mais je suis un petit peu étonné de voir. Ça part d'un constat, ça va être plus clair, c'est de dire, moi en 29 ans, il n'y a que depuis 3 mois que j'ai des problèmes, depuis 6 mois que j'ai des problèmes de recrutement. Voilà.
Avant, je n'avais pas de problème de recrutement. Je faisais une annonce pour venir travailler sur un centre d'accueil d'urgence ou pour travailler nuit, jour. Je n'avais pas de problème de recrutement depuis 6 mois. C'est la réalité. Et voilà. Alors peut-être que c'est moi hein, aussi, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème à revoir et qui est plutôt global. Et voilà. Et en tout cas, ça ne se décrète pas. Et je reste persuadé qu'il faut être, pour aller dans l'aller vers, il faut vraiment être costaud, alors, se connaître déjà. Et puis après, il y a tout un travail, toute une expérience à avoir. Voilà. Pour être très clair, je pense que l'aller vers, il faut déjà avoir un petit peu de la bouteille, en tout cas, pour aller vers. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut faire très attention. Il faut protéger nos salariés aussi qui vont vers l'aller vers, parce que ça peut être comment dire, autant on peut en tirer quelque chose pour soi qui soit vraiment intéressant, mais ça peut être l'effet contraire aussi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. J'ai 2 minutes pour répondre ou pas? Si vous arrivez à faire en une, ce sera parfait. Ouais. Juste dire que la question de l'attractivité des métiers est au cœur du débat politique aujourd'hui et le Haut Conseil du travail social a entamé une démarche de livre vert sur les métiers et sur l'attractivité à remettre donc au Premier ministre en mars. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point, c'est la question du sens du travail social et de la fuite effectivement des personnes et des personnels qui ne se sentent pas reconnus dans cette profession et pas valorisés. Donc là, je ne développerai pas. Et il y a une mission qui va être confiée à Denis Pivotto sur cette question de quelle perspective donner au travail social, puisqu'aujourd'hui, il y a effectivement une fuite des personnes. C'est tout ce que je veux dire. Très bien, effectivement, ça nous met au cœur des enjeux qui sont importants aujourd'hui. Et donc oui, Thierry, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus une région où ces questions d'attractivité, elles se posent pas. Donc il y a parallèlement aussi une mobilisation importante des acteurs en interorganisation à laquelle la fédération est associée pour défendre la question de l'attractivité, au sein de laquelle la question de la rémunération est importante, mais pas exclusive. Donc bon, voilà, là, on arrive sur un autre sujet, mais effectivement, pour faire de l'aller vers demain, il faudra quand même qu'on soit rassemblés et qu'on soit là pour le faire. Donc ça fait partie des conditions de l'aller vers aussi. Mais bon, voilà, on développera probablement sur des échanges a posteriori parce qu'il y a beaucoup de choses et des réflexions à avoir sur les conditions de l'attractivité de nos métiers. Mais parmi celles-ci, le fait de développer des modalités cohérentes et éthiquement valables d'entrer en relation avec les personnes, ça en fait sûrement partie. Donc, je pense que c'était aussi intéressant de pouvoir terminer un peu sur cet enjeu-là. Donc, merci beaucoup Thierry. Donc, merci Joël, merci Chantal, merci Fanny, merci Marie-Paul et merci beaucoup Christelle d'avoir pris le temps de nous parler nous partager vos réflexions et les projets que vous menez sur ce volet-là. Voilà, donc on se retrouvera probablement sur un prochain rendez-vous travail social si on en parlait, probablement au début du prochain semestre. Et d'ici là, on vous remercie beaucoup et on vous dit à tous et à toutes à une prochaine. Merci beaucoup.